Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Et je me revois dans l'embrasement de la cuisine en me disant j'ai bien réfléchi, je sais ce que je veux faire. Et il y a eu un silence, il m'a dit je t'écoute. Et je lui ai dit je vais être photographe et il m'a dit ok vas-y essaye. Et je me rappelle des premières fois en vacances où tu rencontres des gens et qui disent tu fais quoi dans la vie? Et au début je disais je suis photographe. Et les gens me disaient mais c'est ton vrai métier? Oui c'est mon vrai métier. C'est-à-dire qu'en m'autorisant à être photographe, je me suis autorisée dans ma vie perso et dans ma vie à tout niveau à être celle que j'avais vraiment envie d'être. C'est comme si aujourd'hui ça m'avait ouvert plein de portes sur j'ai le droit d'essayer des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas faire. Et en fait, silence m'a fait sortir du silence. Ça m'a donné intérieurement une légitimité. Ça m'a autorisée à me dire je suis quelqu'un qui a des choses à raconter en fait. J'ai fait la connaissance d'Amélie par hasard sur LinkedIn. Quand j'ai publié l'épisode de Nathalie, j'ai mentionné Amélie Marzouk en crédit photo. Et Amélie m'a contactée, m'a dit qu'elle était ravie de découvrir mon podcast et m'a aussi parlé de son podcast à elle. Le feeling est tout de suite passé. L'échange était chaleureux. Et puis, elle m'a dit, après avoir écouté quelques épisodes, « Je crois que mon histoire pourrait t'intéresser. » Son histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme peu assurée qui travaillait dans les assurances et qui un jour a décidé qu'on ne déciderait plus pour elle. Elle a décidé qu'elle allait réaliser son rêve, devenir photographe. L'histoire d'Amélie, c'est donc une histoire de transformation, d'éclosion. C'est l'histoire d'une découverte intime de soi, d'autorisation à être soi et à l'exprimer. Une histoire dans laquelle la photo a été le déclencheur. Ce hasard de la rencontre n'en était donc pas un. Cette rencontre avait un sens. Il fallait que je rencontre Amélie pour entendre qu'on a tous une poésie intérieure et qu'on a tous quelque chose d'intéressant à raconter. Je vous emmène dans le 17e arrondissement de Paris, à la rencontre d'Amélie Marzouk. Bonjour Amélie. Bonjour Sylvie. Merci de me recevoir dans ce joli studio. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors je suis Amélie Marzouk, je suis photographe spécialisée dans les portraits de femmes. Je suis maman et j'ai 43 ans. Si tu es donc dans Fais-moi une place, c'est que ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille. En tout cas, moi, je connais un petit peu ton histoire, donc ça s'est pas exactement passé comme tu le voulais. Petite, tu aimais la danse. Oui, j'avais le rêve de devenir danseuse étoile. Et j'en avais toutes les possibilités. Ma prof de danse voulait m'inscrire au concours, j'avais 8 ans. Et mes parents n'étaient pas du tout prêts, n'avaient pas du tout envisagé cette possibilité. En fait, on habitait en Normandie et laisser partir leur petite fille de 8 ans à Paris, même si c'est pas loin, et de se dire qu'ils faisaient un choix important pour moi, pour une vie future, je pense que ça les a un petit peu paralysés, sûrement parce qu'ils étaient fonctionnaires et qu'ils n'avaient pas imaginé une vie aussi bohème ou artistique pour moi. Donc ça a été un non de la part de mes parents. Après, tu as rencontré la photo ? Ouais, j'ai continué un petit peu la danse, mais comme mon rêve était devenu impossible, parce que quand tu fais pas de la danse à haut niveau, dès le plus jeune âge, en fait, t'as aucune chance de rentrer à l'Opéra de Paris. J'ai rencontré la photo avec mon père, qu'on faisait beaucoup, et donc j'ai pratiqué beaucoup avec lui. Il faisait vraiment des très beaux portraits à l'argentique à l'époque. Et lors d'un voyage à Marrakech, c'était mon premier voyage au Maroc, j'avais, je crois, 15 ans. Mon père m'avait acheté mon premier appareil photo argentique et j'ai réalisé des portraits sur place et j'ai tout aimé, les couleurs, les odeurs. Et je suis revenue avec une pellicule remplie de portraits et je crois que c'est là vraiment que j'ai eu mon premier choc photographique. Et tu t'es dit, je veux devenir photographe ? C'est venu quelques années après, vrai. Tu sais, au moment de l'orientation à 18 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire de la photo, donc je me suis renseignée et j'ai voulu intégrer un BTS à Nice. Ouais, on était toujours en Normandie et mes parents m'ont dit non, c'est trop loin et c'est pas un métier. Donc c'était le deuxième non. Donc je me suis dit bon, ok, je vais continuer à faire de la photo, mais comme ça pour le plaisir. Ok. Et tu as commencé à travailler, tu as fait quoi comme études ? Alors je me suis orientée vers des études plus classiques. J'ai commencé par un doc de psychologie. Okay. Et en fait aujourd'hui quand j'y repense ça a beaucoup de sens parce que je vais peut-être vous raconter plus tard, mais
mon amour pour la photo, c'est avant tout mon amour des gens, de capturer ce qu'ils sont. Donc j'ai fait un doc de psycho. Et puis après, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop compliqué pour une empathique comme moi, une hypersensible comme moi. Et j'ai fini par des études de communication. Donc c'est assez sympa parce que c'est un métier assez varié où il y a du contact, où il y a de l'artistique quand même dans le choix, des chartes graphiques, des mises en avant, des mises en page. Et le problème, c'est que j'ai fini dans les assurances, dans la communication dans les assurances. Donc là, c'était devenu un gros problème. Ouais, j'allais te dire comment tu vivais ton métier dans la com. Je le vivais plutôt pas mal. J'ai commencé dans la presse, chez Prisma Presse. Donc là, je faisais pas mal d'événementiels, pas mal de contenu éditorial, donc ça m'allait bien. Sympa, Sauf que je ne trouvais pas de CDI et que mes parents, ça les angoissait beaucoup. Toujours en tant que fonctionnaire, c'était compliqué. Et puis même moi, tu sais, à l'époque, j'avais besoin de la sécurité de l'emploi pour trouver un appart, pour construire ma vie de jeune adulte. Et j'ai fini par accepter un poste dans les assurances parce que c'était un bon CDI, que c'était bien payé et que c'était la place, tu sais, comme travailler à la banque. Genre, t'es arrivé, quoi. Donc, au début, ça se passait bien. J'étais dans une équipe assez sympa. Et puis après, il y a la direction qui a changé. Et puis, je me conformais de plus en plus. C'était très dur de rester dans ce moule, en fait. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquait avec le recul? C'était quoi les signes qui montraient que tu n'étais pas tout à fait alignée, en fait? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je crois que déjà, je me rendais compte que j'étais pas... Enfin, tu vois, j'allais au travail un peu avec la boule au ventre. Je me sentais pas... Enfin, j'étais pas très bien dans mes baskets. J'avais des histoires d'amour un peu compliquées. Enfin, il y avait rien qui était vraiment aligné. Et puis, je pense que j'avais complètement étouffé mon envie d'être photographe, à tel point que des copains autour de moi qui faisaient de la photo, je leur disais, mais il faut que tu te lances en photo. Il faut que tu deviennes photographe. Donc en fait, je l'avais complètement... Eux te disaient ça? Non, moi je le disais à des copains qui faisaient de la photo. Je leur disais, mais pourquoi tu te lances pas en tant que photographe? Donc je projetais sur les autres une envie que j'avais complètement refoulée. T'avais complètement étouffé ton envie. Complètement. En fait. Ça même, disparu. tu vois, j'y repense, c'est qu'à l'époque, il y avait les numériques qui commençaient. Ouais. J'avais acheté un numérique, mais je l'utilisais pas. Enfin, c'est comme si j'avais complètement éteint cet amour de la photo, comme la danse. Je m'étais dit, c'est pas pour moi, et je l'avais mis complètement de côté. Quoi. Et du coup, comment elle est revenue cette envie? Cette envie, elle est revenue parce que justement, j'avais pas mal d'amis qui faisaient de la photo. Je crois qu'à la même époque, il y a l'iPhone qui est arrivé. Donc j'ai recommencé à faire des photos un peu avec l'iPhone. Et puis je me suis dit, en fait, l'iPhone, je suis vachement frustrée parce que je peux pas faire de beaux portraits. Donc j'ai réinvesti un petit boîtier à l'époque, un réflexe, pas un truc haut de gamme. Et je suis partie un été en vacances et j'ai fait plein de photos. Et là, je me suis dit, c'est sympa. Donc, je me suis remise à la photo comme ça pendant mes voyages. Et j'allais beaucoup aussi, j'habitais dans le 18e à l'époque, à Montmartre. Et je prenais en photo des gens de loin parce que j'osais pas m'approcher et leur parler. Et cette démarche m'a même amenée à aller prendre des cours avec Graines de photographe, qui étaient des cours individuels pour des gens, des amateurs. Et le prof nous a dit, mais tu peux pas faire des photos de loin comme ça des gens. Déjà, c'est voler des portraits, c'est pas... Il me dit, un vrai portrait, il faut aller voir la personne, la regarder, lui parler et la prendre en photo. Et ça a été un déclic chez moi. Donc voilà comment je me suis remis à la photo et j'en ai fait de plus en plus. Et les gens me disaient, tes photos sont sympas, t'as un œil. Donc j'ai repris du plaisir. Et quand j'ai rencontré mon mari, en fait, tout de suite, on avait une appétence tous les deux pour la photo. Donc on a fait pas mal de photos, on a partagé nos photos. Il y a vraiment quelque chose qui s'est remis en place à ce moment-là. Mais on n'était toujours pas dans « je veux devenir photographe ». Non, c'était vraiment du plaisir et vraiment la sensation, l'éprouver, de refaire de la photo, de prendre du plaisir à créer, à éprouver, à tester. Et puis il y a eu le troisième nom. Oui. Je te laisse raconter, moi je connais l'histoire. Il y a eu le troisième nom. En fait, quand j'ai rencontré mon mari, donc j'étais dans les assurances, on faisait des photos comme ça l'été pour s'amuser. Et on a voulu fonder une famille. Et là, le médecin m'a dit, on n'y arrivait pas. Il m'a dit, non, vous n'aurez jamais d'enfant. Et j'avais 33 ans, je crois, à l'époque. Et ça a été un choc. Je pense comme tous les personnes qui passent par une étape pareille, c'est très violent parce que tu te dis pourquoi on me dit que moi, j'aurais pas le droit et qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi ça fonctionne pas. Et moi, je crois beaucoup aux choses qui n'arrivent pas par hasard. Donc, je me suis questionnée. J'ai mis pas mal de temps. Je me suis mis un peu en arrêt maladie aussi pour absorber le choc parce que c'était assez violent. Et dans les assurances, ça se passait pas très bien. Donc j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir m'arrêter, de réfléchir. Et en fait, en m'arrêtant, en réfléchissant, je me suis dit, si je suis jamais maman,
qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, qu'est-ce qui va donner un sens à ma vie? Qu'est-ce qui va donner un sens à ma vie? Et je me suis réveillée un matin en me disant, mais en fait, j'ai envie d'être photographe. Ça m'est revenu, mais comme ça. En te réveillant. En me réveillant un matin, vraiment. C'est dingue. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je dise ça à mon mari. Ça va être... parce que tu sais, tu dis... puis moi, j'avais l'éprouvé de mes parents qui m'avaient dit non pour être danseuse, non pour être photographe. Oui. Et je me suis dit, maintenant, je vais décider de ma vie. En fait, on m'a fait 3 ans dans ma vie, donc maintenant, ça va être oui, c'est moi qui vais décider. Et je me revois dans l'embrasement de la cuisine en me disant, j'ai bien réfléchi, je sais ce que je veux faire. Et il y a eu un silence, il m'a dit, je t'écoute. Et je lui ai dit, je vais être photographe. Et il m'a dit, ok, vas-y, essaye. Et c'était parti. Et je me suis dit ce jour-là, je veux être photographe et désormais plus rien ne va jamais m'arrêter. Wow. Donc c'était, alors après il y a eu plein d'étapes, mais c'était vraiment une décision. Une décision. Ouais. Et je te dis, je me revois dans l'encadrement de la cuisine avec lui en face de moi et je pensais jamais qu'il allait me dire oui parce qu'en fait on m'avait toujours dit non. Et puis je me disais, bon, c'est pas sérieux, tu vois, d'être photographe, j'ai un boulot dans la com, je suis bien payée, je suis dans les assurances. Évidemment, ouais. Qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es autorisée à le dire, à le verbaliser et à lui dire? Parce qu'en fait, je me suis dit que si j'avais jamais d'enfant, je pouvais être saltimbanque, artiste, c'était pas grave de pas être fonctionnaire, de pas être dans la banque assurance. Enfin, je pense que c'est ça qui m'a libérée. Dans le chemin classique. Si on gagne pas beaucoup d'argent, c'est pas grave parce qu'on n'a pas la responsabilité d'un enfant à charge. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir une vie sérieuse parce qu'on sera jamais parent. Je me suis dit, du coup, ça m'autorise à être celle que j'ai toujours voulu être. Et tu vois, hier, je discutais, j'ai dîné avec des copines qui étaient dans les assurances avec moi, que je connais depuis des années, et qui m'ont dit, mais on te revoit nous dire, je quitte tout pour être photographe. Et elle me dit, j'ai pas osé te le dire à l'époque, mais je me suis dit, elle est complètement folle. Enfin, c'est une décision qui est complètement, enfin, pas folle, mais elle est complètement dingue de tout lâcher comme ça. Ouais, non, c'est... Je trouve ça dingue le fait que ça émerge comme ça d'un coup déjà, et puis que tu dises, c'est ça en fait. Mais je pense que ça m'a libérée, tu vois, de me dire que j'aurais jamais d'enfant. Parce que tout d'un coup, tu n'as plus les injonctions de il faut avoir la maison, le jardin, le chien, la scénique, enfin je sais pas, c'est des images que j'avais projetées aussi de mes parents et qui m'avaient ancrées, pour te dire à quel point mes parents m'avaient ancré leur peur. Je suis passée d'un CDI à un autre CDI dans les assurances et ma mère m'a dit, mais t'es sûre, c'est pas trop risqué? Donc t'imagines un peu le niveau d'angoisse et de peur qu'elle m'avait engrammé et avec desquels j'ai réussi à me libérer aujourd'hui. Et puis t'es tombée enceinte. Exactement. Au moment où j'ai dit que je me lançais, c'était quand on était en novembre 2014. J'ai dit à mon gynéco que j'allais faire des pauses pour les FIV, que j'en pouvais plus, que c'était pas possible, tout ça. Et je suis tombée enceinte le jour où j'ai signé ma rupture conventionnelle pour partir de chez Malakoff Médiarik. J'en ai encore les larmes aux yeux. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment... je pense que j'étais libérée. Et moi, je crois beaucoup aussi que tes enfants te choisissent et que ma fille n'est pas arrivée avant pour me laisser me réaliser, en fait. J'étais prête à l'accueillir et j'étais... Ouais, j'allais te demander pourquoi, à ton avis, t'es tombée enceinte et c'est... Ouais. Et puis que j'avais lâché prise, j'étais sûre... Alors, j'avais des vrais problèmes biologiques parce que des fois, il y a des infertilités qui sont inexpliquées. Moi, on me disait que c'était des problèmes d'ovocytes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même dingue que c'est au moment où je me libère de toutes les peurs, les injonctions, les barrières, les freins, que tout se déroule et tout s'aligne, en fait. Et naturellement. Naturellement, et je ne suis jamais retournée enceinte depuis. Donc c'est quand même, enfin tu vois, il y a quand même une histoire de destinée, de... Ah oui, c'est incroyable. Et du coup, concrètement, comment t'as fait? Comment t'as commencé à être... tu t'es dit, je deviens photographe, plus rien ne va m'arrêter, mais tu fais quoi concrètement? Alors concrètement, déjà j'étais toujours en arrêt maladie quand je me suis lancée, donc je pouvais pas communiquer. Il y avait LinkedIn, mais c'était beaucoup moins puissant qu'aujourd'hui. Mais je me disais, je peux pas dire aux collègues parce que je suis en arrêt maladie et que je suis censée être pas bien, enfin pas en train de préparer la suite. Donc j'avais commencé à créer un site en me disant, il faut que je trouve un autre nom. Je peux pas m'appeler avec mon nom. Et comme j'ai commencé en me disant, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'étais pas enceinte à l'époque. Je pensais que je serais jamais maman. J'ai décidé de faire des photos de famille. Donc c'est quand même très étrange. Oui, c'est étrange. Mon mari trouvait ça très étrange. Il me disait, mais t'es sûre, prendre en photo des femmes enceintes, des bébés. Et je pense que j'avais besoin de voir, est-ce que c'est le bonheur des autres ou d'immortaliser ce que j'avais pas, de le voir en miroir. Enfin, je pense que c'est très cathartique de toute manière. Donc j'avais créé un site qui s'appelait lovelyfamily.fr. D'accord. Incognito. Qui existe toujours. Ah oui. Parce que je fais toujours des portraits de famille. Enfin, j'ai une équipe maintenant qui m'aide à réaliser ces photos. Donc j'ai commencé concrètement par faire un site.
et par me dire il faut que je fasse des images parce que sans images je peux pas commencer. Et j'ai créé tout de suite ma société en me disant ça va marcher. Je me suis pas mis en auto-entrepreneur. Je me suis dit je me mets la pression. Moi je suis quelqu'un, une fois que je prends une décision, je me dis je vais tout faire pour que ça marche en fait. Et tu penses que ça a joué? Sûrement, parce qu'auto-entrepreneur, j'en vois plein qui le font et c'est super comme statut, mais c'est un peu entre les deux. Et je crois aussi que je m'étais dit que si j'avais une rupture conventionnelle, auto-entrepreneur, tout ce que je gagnais se déduisait de mes acédiques. Donc il y a eu plusieurs choses qui m'ont décidé. Et pourquoi je te racontais ça? Parce que je me suis dit, il faut que je fasse des shootings, il faut que j'ai des images à montrer. Et comment j'ai commencé? Alors, quand tu es photographe, en fait, il faut que tu aies des images à montrer. J'ai commencé par shooter tous les copains et les copines autour de moi. Okay. J'avais plein de copines qui tombent enceintes tous les mois. C'était assez dur, mais je me suis dit, allons-y. Ouais. Et ces copines et ces copains que j'ai shootés gratuitement ont été mes premiers books, en fait, qui m'ont permis de trouver mes premiers clients. Okay. Et j'ai eu la chance, dans mes amis et mes collègues, d'avoir mes premières commandes payées pour m'encourager. Donc c'est le réseau en fait au début. Ouais, et je trouve que je le dirais toujours à tous ceux qui écoutent ce podcast, quand vous avez des amis qui se lancent, et je crois que Caroline Mignot le dit dans un podcast, allez-y, achetez le truc, même si c'est un truc dont vous n'avez pas besoin. C'est tellement puissant pour donner confiance et encourager, soutenir ceux qui se lancent, surtout dans l'artistique. Je saute du coq à l'âne un peu, mais tu parles de confiance. T'avais confiance que ça allait marcher? T'avais confiance en toi? T'avais confiance en la vie? Alors, j'avais confiance que ça allait marcher parce que j'étais soutenue par mon mari très fort. Et ça, je le remercierai jamais assez parce que c'est pas que grâce à lui, mais il a toujours cru en moi. J'avais pas confiance en mes photos. Ça fait pas longtemps que j'ai confiance. C'est vrai? Ça va faire bientôt 10 ans parce que c'est difficile de s'auto-évaluer. Enfin, c'est quelque chose qui est pas quantifiable, qualifiable. Qu'est-ce que c'est une belle photo? Est-ce que c'est une belle photo? Est-ce que c'est une très belle photo? Est-ce que c'est... et surtout, je me disais toujours que j'étais pas à ma place, que pour qui je me prenais pour dire que j'étais photographe. Tu vois, c'est quelque chose... se dire photographe, c'est être artiste. Et je me rappelle des premières fois en vacances où tu rencontres des gens qui disent « Tu fais quoi dans la vie ?» Et au début, je disais « Je suis photographe. » Les gens me disaient « Mais c'est ton vrai métier ?» Oui, c'est mon vrai métier. Et plus je l'ai dit, et plus je disais à mon mec, mais je kiffe tellement de dire je suis photographe. Parce que le dire, c'est que ça existe en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais non, le chemin du complexe de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur a été très 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 long. Et qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est l'expérience et le nombre d'années, etc., et de voir que ça marche, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as confiance en tes photos? Qu'est-ce qui a... Il y a de ça, il y a le fait que j'ai des clients, j'ai des commandes, j'ai des retours. Ouais. Et je rigole parce que j'ai souvent des jolis messages qui sont très sympas de clients qui me remercient, qui me disent que les portraits, ça leur a fait bien plus que juste avoir une belle photo, que ça les a aidés dans leur confiance, dans leur chemin. Et les jours où je vais moins bien et que je partage ça avec mon mec, il me dit « Mais tu devrais t'imprimer les messages et te les mettre. » À un moment donné, il faisait ça, il m'imprimait les messages et il me les mettait au-dessus de mon bureau. C'est génial. C'est une petite boîte avec tous ces messages. Et moi, il y avait un autre problème, c'est que pour moi, c'est très important d'être indépendante financièrement. Et je ne l'ai pas été pendant 2 ans parce que tu as le temps de te lancer. Tu vis pas que ça soit une entreprise ou de l'artistique, tu ne le vis pas tout de suite. Tout de suite, ouais. Et je me rappelle de nuits où je calculais mon chiffre d'affaires. Je suis nulle en maths, donc je calculais pendant des insomnies en me disant si je fais tant, truc. Et je me réveille le matin en disant à mon mec, non mais j'arrête tout parce que je peux pas gagner ma vie avec ça, c'est pas possible. Et j'ai qu'à prendre un petit boulot de serveuse en attendant, parce que j'ai été serveuse, caissière. Et je vais aller au Café 21 qui est en bas de chez nous faire. Et mon mec me disait toujours, non mais regarde, t'es pas loin, il faut que tu continues, tu persévères. Et après le Covid, ce café n'a jamais réouvert. Et des fois, il me disait, bon, dans ce Café 21, là, c'est raté. Quand il y a des moments de moins bien, de doute. Tu peux plus y aller. Donc, c'est devenu une private joke. Mais tu vois, je calculais mon chiffre d'affaires la nuit, de tête. En me disant, bon, alors, si je fais payer tant, si je fais tant de séances. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est très compliqué. Peut-être ça l'est moins quand on est juste entrepreneur. Mais artiste... Déjà, ça fait pas longtemps que je dis que je suis artiste, tu vois. Alors, tu sais que c'est une de mes questions dans le podcast, donc on y reviendra à la fin, Mais donc, c'est t'arrives à le dire depuis un petit peu. Mais je le dis encore, tu vois, un peu comme je suis photographe, je suis artiste. Et tu t'es sentie tout de suite bien dans ce rôle de photographe? Tout de suite à ma place. En fait, ce que j'aime, alors j'ai commencé par des photos de famille, mais ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment le lien avec les gens.
Tu vois, pendant le confinement, quand j'ai pas vu personne pendant 3 mois, j'étais tellement malheureuse. J'ai été faire des photos des commerçants de Levallois tellement j'en pouvais plus de voir personne. Je fais pas de photos de paysages, de nature morte, soit de food, d'immobilier. J'ai essayé au début, en fait, ça me parle pas du tout. En fait, la photo, pour moi, c'est un médium pour raconter l'histoire des gens, la lumière des gens, leur chemin, ce qu'ils sont en train de devenir. Et puis, tu vois, j'ai commencé par de la psycho. Enfin, c'est pas étonnant. Enfin, tout est lié. C'est pas pour moi que faire une belle image, en fait. C'est vraiment prendre soin de l'autre et lui tendre un nouveau miroir pour lui montrer ce qu'il est. Et je pense, tu vois, pareil, là, c'est le complexe de l'imposteur, je prends soin des gens, en fait, pendant une séance photo. Je leur fais du bien, je leur offre un moment à eux. Je leur dis toujours, c'est pas juste pour avoir une belle photo, en fait. Et les gens viennent rarement à un moment anodin de leur vie. Okay. Ils viennent, des fois ils ont besoin, ils changent de poste, donc c'est un gros changement, donc c'est quand même un moment important. Surtout des femmes qui vont se dire, je deviens DG, mais est-ce que j'ai vraiment les compétences pour ? C'est fou. Donc elles ont besoin déjà d'avoir une nouvelle image qui est important, parce que aujourd'hui on sait que c'est le premier contact qu'on laisse avoir sur les réseaux. Et pendant cette séance, on se rend compte tu vois, des fois elles me disent, mais bon, si jamais, truc, et je leur dis, mais pourquoi vous doutez comme ça ? Vous vous rendez compte de qui vous êtes, de la puissance, de votre parcours, de tout ce que vous avez éprouvé, traversé. Et en fait, elles se rendent compte que ce moment de transition, c'est comme si j'étais dans un sas de décompression. Enfin, je ne sais pas comment le formuler. Tu as des femmes qui viennent après un divorce, après avoir été malades. Enfin, et tu n'es pas obligé d'attendre des moments comme ça pour venir. Mais il y a des femmes qui me disent, ça fait longtemps que je voulais venir. C'était pas le bon moment et aujourd'hui, ça l'est parce qu'il y a cet événement dans ma vie qui est important de le marquer... l'ancrer en fait dans la matière avec une photo. Ouais, et toi tu leur offres ton regard. Leur montrer qui elles sont à travers un regard souvent plus doux, plus indulgent, plus objectif sur ce qu'elles sont. Et ouais, c'est souvent des femmes en fait qui doutent de qui elles sont. Enfin, j'imagine que c'est différent le shooting d'hommes et de femmes. Ouais, les hommes, ils ont moins, alors c'est peut-être par pudeur, mais on a moins l'impression qu'ils ont ce problème de rapport à l'image. Je pense qu'il y a les injonctions de la société, bien sûr, qui jouent. Peut-être qu'ils doutent moins ou ils le montrent moins, mais ces femmes, il y a vraiment un espèce de temps long, un espèce d'échange, de déroulement pendant la séance où la personne s'ouvre petit à petit. Et elle me dit souvent en partant de la séance, quel que soit le profil, déjà je me sens tellement mieux en sortant de chez vous. Génial. Et je me dis, je réussis à faire, alors pas ce que fait une psy parce que c'est pas du temps long, mais à faire du bien aux gens sur un temps donné et qui m'éprouve pas trop parce que si j'étais psy, ça serait différent. Et je me dis, je me sens utile, ça a beaucoup de sens en fait. Oui, ça a beaucoup de sens. Au-delà du côté artistique et de l'esthétisme que j'aime beaucoup de ce médium, c'est vraiment le sens que je donne à ma vie. Ouais, donc c'est pas étonnant que tu sois sentie à ta place, en lien avec les gens, en faisant du bien et de l'artistique. Il y avait tout. Et du coup, tu es spécialisée en portrait, comme tu nous l'as dit au début. Là, je les vois en face de moi dans ton studio. Tu as une vraie patte, enfin on les reconnaît, tes portraits. Combien de temps t'as mis pour trouver justement cette patte si singulière ? Alors moi, je me fie beaucoup à mon intuition, à ma petite voix intérieure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé par des photos de famille. Donc j'ai beaucoup évidemment regardé ce que les autres faisaient. Je me suis beaucoup entraînée. Je pense que c'est le secret qu'on soit entrepreneur, artiste. Enfin, j'en parlais l'autre jour dans un post sur LinkedIn, il y a du talent. Je pense qu'il y a un œil, il y a quelque chose, il y a une appétence, un amour de la photo. Mais j'ai énormément travaillé, donc je faisais des photos de famille qui étaient jolies, mais qui ressemblaient un peu à ce que d'autres photographes faisaient. Donc j'étais dans une démarche qui se démarquait pas trop, mais c'était ok. Et j'ai commencé à faire du portrait corporate quand j'ai ouvert mon premier studio en 2018. Ok. Et je me suis dit, du corporate, je vais faire du fond blanc avec les bras croisés, parce que c'est ce qu'on veut pour LinkedIn. Et j'ai commencé à faire ça et je me suis dit que c'était trop moche. Et je n'ai pas de jugement sur... non, mais je me suis dit, c'est très américain, ça ne me ressemblait pas. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Donc, je me suis dit, j'ai un studio, testons. J'avais le loisir de créer à volonté. Et je me suis dit, j'aime bien le fond noir, donc je vais commencer à faire du fond noir. Puis après, je me suis dit, en noir et blanc, maintenant, ça fait trop artistique. Je vais faire du fond noir en couleur.
Et j'ai commencé comme ça, et j'ai des collègues photographes qui ont commencé à me dire mais non, mais sur le fond noir c'est du noir et blanc, et puis c'est pour de l'artistique, ça se fait pas pour des portraits corpos. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et je me suis dit bah, je fais ce que je veux quand même. Et puis mes clients me disaient j'aime bien, et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à trouver ma signature. Oui, c'est ça, ta signature. Ouais, parce que je me suis dit bah, peu importe que les gens aiment bien ou pas, que mes pairs reconnaissent ou pas, et ça a été longtemps un problème quand même pour moi, parce que même dans ma façon d'éclairer mes sujets, en fait, c'est pas une façon conventionnelle, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans les écoles photo, c'est pas comme ça qu'on apprend. C'est marrant, ouais. Et je n'arrive pas, ou je peux pas gagner de concours photo, en tout cas par mes pairs, parce qu'on me dit que mon sujet n'est pas éclairé comme il faut dans les règles de l'art. Académique, quoi. Académique, exactement. Ah, c'est vachement Et pendant intéressant. longtemps, je me suis dit, est-ce que je tords mon travail pour participer à ces concours? Parce que si j'y participe et qu'en fait je sais que je vais pas avoir si je sais que j'ai aucune chance de gagner, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, j'ai pris le parti pris de pas le faire, parce qu'en fait, les clients viennent me voir pour ça. C'est la façon dont j'aime éclairer mes clients. Et comme je le dis souvent, moi, la technique ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai trouvé un moyen de la contourner, de la faire à ma sauce, pour que ça corresponde à un standard que les gens aiment et qui corresponde à ma patte. Et ne pas te tordre. Enfin, je me suis assez tordue dans les assurances. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Enfin, et là, t'es devenue, t'as ton entreprise, etc. C'est pas pour une nouvelle fois. Mais c'est tentant. Tu vois, ça a été une vraie dissonance chez moi de me dire, en même temps, c'est pas comme ça, donc je suis pas une bonne technicienne, donc je suis pas une bonne photographe. Ouais, tu vois, on revient toujours au syndrome de l'imposteur et j'aurais pu apprendre à le faire autrement. Qui suis-je pour faire mes trucs à moi Mais en même temps, t'es dans l'art. Alors ok, t'es dans le corporate, t'es dans de l'art appliqué. Mais si les gens viennent et que j'ai des clients et que j'ai des commandes, je me suis dit pourquoi j'arrêterais de faire comme je fais. Et puis j'aurais pu apprendre avec les lumières comme les autres font, mais en fait, j'aime pas, je trouve ça pas beau. Donc, tu sais, un peu, ça se fait un peu moins, mais l'éclairage avec le bac, avec le rond un peu à la harcourt derrière, moi je trouve ça très daté, très années 80 et j'aime pas du tout. Et puis pareil, moi j'ai un studio, les gens me disent toujours j'ai peur que ça soit très figé, mais moi je fais du studio à l'inverse, très en mouvement. Alors, on est quand même contraint dans un espace clos, mais moi je fais marcher les gens, bouger les gens, tourner. Je suis pas du tout justement à la harcourt, pose longue où on bouge pas. Donc moi il faut qu'il y ait du mouvement et c'est ça que les gens me disent qui ressort sur mes photos en fait. Ouais, y a de la vie. Donc je fais comme j'ai envie. Cool. Globalement en fait ça a changé ta vie en mieux et ça continue à t'apporter plein de choses. Est-ce que tu as dû renoncer à des choses en fait en te lançant? Alors j'ai l'impression que j'ai pas renoncé à des choses, au contraire ça m'a ouvert à d'autres choses. C'est-à-dire qu'en m'autorisant à être photographe, je me suis autorisée dans ma vie perso et dans ma vie à tout niveau à être celle que j'avais vraiment envie d'être. Ah ouais, c'est-à-dire que je fais plus semblant, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Et donc, comme je le racontais tout à l'heure, mes parents étaient fonctionnaires, il fallait que je sois la petite fille modèle, j'étais très bonne à l'école. Ma sœur a fait pas mal de conneries adolescentes, donc il fallait que je sois toujours celle qui rassure, qui soit gentille, qui soit sur les rails. Et aujourd'hui, même dans mes rapports interpersonnels, interfamiliaux, je suis partie de cette place où j'étais celle qui devait être conforme, je sais pas comment. Et que maintenant, des fois, je leur dis, mais non, je suis pas comme ça. Parce qu'en fait, ma sœur, elle est aussi artiste, elle peint, tout ça, donc c'était elle qui avait cette place-là. Et aujourd'hui, je me suis autorisée à dire, c'est pas la seule artiste de la famille. Je suis là, je suis comme ça, et j'ai plus besoin de me conformer à celle que vous attendez que je sois. Et ça, c'est hyper libérateur. C'est hyper fort. Et donc, ça t'a libérée dans d'autres... Ok. Et puis, tu vois, aujourd'hui, on en a discuté en off, mais pendant le confinement, j'ai réalisé un livre avec une amie. Et pareil, ça m'a autorisée à me dire, je sais pas dessiner, et j'adorerais le faire. Mais cette amie-là, elle s'est mise au collage, donc j'ai éprouvé le collage, et j'en fais rien artistiquement. Et moi, ça me permet de m'exprimer aujourd'hui pour libérer des émotions, des idées. Et puis depuis, j'ai créé mon podcast. Et puis on en parlait, on fait un peu de vidéo avec l'iPhone. C'est comme si aujourd'hui, ça m'avait ouvert plein de portes sur j'ai le droit d'essayer des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas faire. Ouais, j'ai l'impression c'est comme si ça t'avait ouvert la boîte de Pandore et que maintenant, tu peux y aller, quoi. J'ai un trousseau de clés, je peux essayer plein de trucs. Je peux essayer. Ouais, c'est génial. Et du coup... Tu peux nous parler du podcast? Est-ce que c'est du coup une autre façon de t'exprimer? Comment t'es venue l'idée? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce podcast? En fait, j'en écoute beaucoup et j'en écoute beaucoup depuis, je crois, 2016. Donc c'est à l'époque où c'était pas très connu. J'écoutais Génération XX, les femmes entrepreneuses.
C'était passionnant et j'aimais beaucoup le média audio pour raconter des histoires parce que je trouve qu'on n'est pas pollué par de la vidéo, par du visuel. Ouais. Et en faisant les photos, en recevant les femmes au studio, en les laissant me raconter qui elles étaient, en les rassurant, je me suis dit, ce qui est dommage avec mes photos, c'est qu'il manque une autre dimension, pas olfactive, mais auditive, hein, qu'on ait le ressenti aussi, et que je me disais, si c'est juste un texte, c'est pas pareil. Donc j'ai eu envie d'interviewer toutes ces femmes. Je crois que ça m'est vraiment venu à l'idée après, à la suite de ma participation à l'émission Comment être belle toute nue. J'ai photographié des femmes, tu sais, qui se trouvent pas bien. Bon, elles ont des rondeurs, hein, c'est le principe de l'émission. Mais l'idée, c'est de les faire s'accepter comme elles sont. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'elles sont complexées, elles passent à la télé, elles se font filmer et tout. Et moi, je me suis fait un autoportrait suite à ça. Enfin, là, je vous raconte un peu le déroulé, mais je me suis fait un autoportrait en me disant, en fait, en me voyant, je me suis dit, mais je me vois beaucoup plus grosse que ce que je suis. Donc, ça m'a aussi vachement fait avancer dans mon rapport à mon image, à comment je peux accompagner les femmes dans leur rapport à leur image. Et je me suis dit qu'on était super dur avec nous-mêmes souvent par rapport à notre miroir, ce qu'on voyait et ce qui était la réalité quand on se voyait en photo. C'est vrai qu'on est dur. Et j'ai eu envie d'entendre ces femmes me raconter leur histoire, leur rapport au corps, pour nous aider, nous, à nous questionner et à éprouver notre corps différemment. Et en fait, j'ai interviewé souvent des personnalités, pas parce que c'est des femmes connues, mais parce que, comme on les connaît, on peut se dire, en fait, c'est bizarre qu'elle pense ça d'elle, alors que, je sais pas, elle est jolie, elle réussit, elle a un parcours impressionnant. Et en fait, des fois, c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et je trouve qu'en miroir, c'est vachement intéressant de se dire, en fait, même des gens qui sont au top ou qui sont minces ou qui sont jeunes s'aiment pas, alors qu'en fait, elles n'ont aucune raison d'être comme ça. Ouais, je te confirme, c'est très. Donc, il s'appelle Miroir, ton podcast. Et les épisodes que j'ai écoutés, c'est effectivement très libérateur, en fait, de se dire. Ah, mais en fait, elle aussi, elle a des angoisses, elle aussi. C'est. Et moi, je le fais pour les femmes qui m'écoutent, mais je le fais aussi pour moi égoïstement parce que ça me fait vachement de bien d'entendre ça et ça m'aide vachement sur mon chemin d'acceptation de moi. Et t'en es où ? Ça va pas mal. Je sais plus quand est-ce que c'était. J'ai été interviewée. Je me suis fait interviewer pour mon podcast, c'était en mai. Ouais. Et je disais à la copine qui m'a interviewée que je me trouvais moche, que ça allait pas et tout. Et puis après, je me suis dit non, mais il faut se reprendre en main dans le sens où je peux pas avoir mon podcast miroir et penser ça de moi. Et j'ai trouvé pas mal de nouvelles fringues, de façon de m'habiller. Et donc, en fait, des fois, tu te rends compte aussi, et je le pense vraiment quand je prends les gens en photo, qu'une bonne coupe de cheveux, la fringue qui te met en valeur, quand tu vois des marques comme Almé Paris qui font des vêtements inclusifs, qui sont hyper bien coupés et qui mettent en valeur les formes au bon endroit, en fait, c'est toujours une question de perspective et de prisme. Et comment tu te sens aussi si t'es pas bien, je sais pas, la veille de tes règles, et tu te vois dans le miroir, tu te dis je suis moche, et tu te dis ce jour-là, non, te regarde pas. Et regarde-toi demain, ça ira mieux, évite ton miroir. Et cet été, j'ai fait je sais pas quand est-ce que sera diffusé l'épisode. Ouais, mais parle-en, parce que moi je trouve que c'est génial comme en fait, comme j'avais un peu grossi, que j'étais un peu moins bien dans ma peau, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je me mette en maillot de bain, je vais en vacances, puis sur la plage. Et puis en fait, je me suis dit, en fait, j'ai envie de profiter avec mon mari, ma fille, je vais pas me priver d'être en maillot de bain. Et moi, j'adore mettre des 2 pièces. Même post-grossesse, avant grossesse, parce que j'aime bien bronzer, tu vois, avoir la peau dorée. Oui, c'est les vacances, quoi. Et je me suis dit, mais je vais pas être gênée d'être sur la plage avec ma fille alors que j'ai envie de jouer avec elle. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de me dire, je vais me mettre en maillot de bain déjà, et j'aimerais donner envie à toutes les femmes qui sont complexées de se mettre en maillot de bain. Et j'ai créé le projet I Don't Care, où j'ai demandé à des femmes de venir au studio se faire prendre en photo en maillot de bain. Et j'ai plein de femmes qui m'ont proposé de participer bénévolement à ce projet. Et je les ai interviewées avec des petites questions sur comment elles se sentaient. Qu'est-ce qu'elles aiment chez elles, qu'est-ce qu'elles aiment moins. Et elles se sont fait filmer. Et après, j'ai diffusé ces portraits et j'espère en faire une expo là en septembre. Ouais. Et j'ai eu un nombre de messages qui m'ont dit, de femmes qui m'ont dit, mais ça fait tellement du bien, ça décomplexe. Ça... Complètement. Et puis quand, tu vois, tu as été à la plage cet été, en fait, je disais à mon mari, mais je me rends compte que je ne regarde pas les autres femmes. Je les regarde parce que je suis intéressante en tant que photographe et j'observe de façon sociologique parce que ça m'intéresse. Mais jamais je regarde si la nana à côté, elle a du ventre, qu'elle est grande, qu'elle est petite, qu'elle a des cicatrices. Et en fait, c'est dans notre tête. Et vraiment, mon métier de photographe, ma passion, c'est vraiment de me dire si je peux être la petite graine qui aide les gens
à se sentir mieux. Enfin, moi et les autres, c'est vraiment ça ma mission. C'est pas faire des belles photos. Ouais, donc t'es partie de je veux être photographe à j'ai ma mission et je la connais et elle va passer par la photo, mais elle va peut-être aussi passer. C'est ça que je trouve génial. Enfin, tu vois, ça fait quasiment 10 ans que tu t'es lancée. En fait, c'est passé plein de choses et aujourd'hui, c'est encore tout ouvert, quoi. Tout, ouais, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Et je crois qu'en vieillissant, je m'autorise à me dire, bah, tu vois, j'ai fait des vidéos à l'iPhone, donc c'est pas de la qualité. Ouais, mais je trouvais ça important de les entendre, de les filmer, de les écouter, de les interviewer. Et je pense que c'est mon podcast qui m'a permis, pareil, de m'autoriser. En fait, c'est comme si chaque marche, chaque projet t'autorise à aller plus loin. Et aujourd'hui, je dis toujours aussi aux gens qui sont tous photogéniques, et je le pense vraiment que tout le monde est beau. Regardez les gens et voyez ce que vous voyez chez eux, un sourire, un regard. Ouais. Et pareil, cette mission de dire, en fait, quand tu te trouves photogénique ou beau en photo, mais ça te métamorphose toi dans ta façon de te voir et de te ressentir. Et c'est un vrai, pour moi, c'est pas un axe thérapeutique parce que je suis pas médecin et je suis pas, mais je pense que tout le monde devrait aller chez le photographe, se faire prendre en photo. Il y a un espèce de déclic. Moi, je me trouvais pas photogénique. J'ai commencé à me trouver jolie en photo avec mon mari, qui a un œil, qui me faisait des jolies photos. Et en fait, quand tu te trouves bien en photo, bah, t'es plus prête à être filmée, même en vidéo. Quand tu es filmé en vidéo, tu te dis, bah, en fait, je suis bien, je dis des choses. Enfin, c'est comme si tu t'autorisais à prendre une place que tu n'autorisais pas avant. Hyper intéressant. Du coup, on va faire un lien super avec Fais-moi une place et le miroir. Est-ce que tu trouves que... Enfin, dans quelle mesure les femmes ne prennent pas leur place? Enfin, tu vois, Fais-moi une place. À quoi elles ne font pas de place facilement, en fait? Je pense que c'est en train de changer. Ouais. Peut-être que la génération, tu vois, de ta fille qui est plus, enfin, qui a 17 ans, 18 ans, et ma fille qui a 7 ans, elles le feront et je l'espère, surtout avec des mères comme nous. Ouais. Attends. mais tu vois, quand je te disais, quand je réfléchissais à mon indépendance financière, je me disais toujours, si un jour j'aime plus mon mari ou qu'il m'aime plus, qu'on veut se séparer, il faut que je sois indépendante financièrement. Pour moi, c'est ma liberté, elle passe avant tout. Mais sauf qu'on sait très bien que les femmes célibataires, elles ont beaucoup plus de difficultés, même à se loger. Enfin, c'est toujours un problème financier. Et je pense que ça bloque beaucoup de femmes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, être artiste. Et puis quand tu es une mère, quand tu es artiste, moi je me dis toujours, j'aime tellement mon métier. Alors, j'aime ma fille à la folie et je quitterai tout pour elle. Mais des fois, je me dis, mais je suis tiraillée entre eux. Je devrais presque être, que mère. J'exagère, mais ouais, je sais ce que tu veux dire. Comment je peux laisser autant de place à ma passion? Je crois qu'il y a une anémone qui avait dit j'aime mes enfants à la folie, mais je regrette d'être mère. Donc là, c'est encore un autre... Parce qu'elle dit, quand tu es artiste, tu n'as pas la place et la bande passante pour être sur les deux fronts. Et il y a aussi la mère de Lisa Azuelos, c'est Marie Laforêt, je crois, elle en parle dans un podcast, où elle dit que sa mère s'est pas occupée d'elle parce qu'elle était tellement préoccupée par sa carrière d'actrice et qu'elle n'arrivait pas. Et moi, c'est pas mon cas, mais tu vois, peut-être qu'il y a des femmes qui se disent, je peux pas vivre mon rêve et être mère à 100%. Enfin, donc tu as un compartiment qui est compliqué dans ta tête. Donc faire de la place à nos passions, à nos rêves. Sans culpabiliser. En fait, je crois que c'est ça. Parce que t'as des extrêmes comme Marie Laforêt qui voulait pas, ou Anémone qui regrettait d'être mère, mais tu as le droit d'avoir ta passion et que ça te nourrisse. Et je te disais avant qu'on commence l'épisode, j'étais contente de rentrer de vacances juste pour reprendre ma passion, parce que en vacances, j'étais avec ma fille, mon mari, et que j'avais pas ces moments à moi, ces bulles d'oxygène où moi j'en ai besoin aussi dans mon équilibre personnel en fait. Et je pense que la culpabilité est un problème très fort pour se faire une place. Et que les hommes culpabilisent sûrement beaucoup moins, tu vois, même dans le monde du salariat. Un homme qui rentre à 19h ou 20h va se dire, de toute façon ma femme elle gère, c'est elle qui va chercher les enfants. Une femme qui rentre à 19h, elle va se dire, c'est la nounou qui allait. Voilà, j'étais pas là. Et même moi, quand je pars des fois en déplacement, je me dis, ma fille, je suis pas avec ma fille, il y a mon mari qui la garde et c'est ok. Mais moi, je me dis, je suis absente, je suis pas là pour elle, alors que, puis je suis pas là toute l'année. Mais tu vois, la culpabilité, je pense que c'est un vrai problème chez les femmes. Et tu sens que c'est en train de changer? Moi, ça va mieux. Puis j'ai un mari qui est hyper présent, qui me dit toujours, non, mais attends, tu pars. Enfin, il n'y a pas de. Mais c'est mon problème. Des fois, il me dit, c'est ton problème à toi. C'est pas lui. Alors, il y a des maris qui le font sûrement ressentir à leur femme. Mais là, moi, c'est mon nœud à moi. Ouais, je comprends complètement, À quoi tu voudrais faire plus de place, toi, aujourd'hui?
Je sais, on en a parlé un peu avant. C'est un vaste sujet. Alors moi, en tant que photographe, je suis à la fois artisan, c'est-à-dire que je travaille à la commande, et c'est ce qui me fait vivre, et c'est ce qui me permet de vivre de ma passion. Et ce qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, c'est toute mon envie de faire des projets artistiques. Et je ne m'autorise pas, parce qu'effectivement, il faut de toute façon que je puisse effectivement gagner de l'argent et en vivre. Et en même temps, ça me frustre un peu parce que j'aimerais avoir plus de temps à consacrer à des projets personnels, comme j'ai fait avec I Don't Care. C'est pas forcément de l'artistique, je sais pas, des photos de mode, des livres, mais c'est exprimer moi ce que j'ai envie de raconter au monde. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu le point. Mais je pense que c'est, voilà, quand tu es artiste, photographe, je pense qu'on est tous un peu dans le même, dans le même problème. Je pense que quand tu es chanteuse, enfin, tu fais peut-être moins de commandes, ou peut-être que tu fais des commandes pour des bar mitzvahs ou des mariages. C'est peut-être un autre. Non, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème, mais en fait. Ouais, peut-être que. Aujourd'hui, j'ai envie de plus pouvoir avoir la liberté d'exprimer des choses personnelles, en fait. Parce qu'avant, je ne m'autorisais pas à le faire parce que je pensais que j'avais pas grand-chose d'intéressant à partager. C'est marrant ça. Et du coup, maintenant, tu penses que tu as des choses intéressantes. Je me dis, en tout cas, j'ai envie de les partager. Ouais. Et je le fais pour moi. Et si ça résonne chez les gens, c'est tant mieux. Et si c'est pas le cas, moi, ça m'aura fait du bien de l'exprimer. Donc aujourd'hui, tu te considères comme une artiste? Oui. C'est un petit oui. C'est un petit oui, mais tu vois, je le disais pas avant. Donc oui. Et ce que j'appelle artiste, parce que... Oui, du coup, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que en fait, ça veut tout et rien dire. Et pour moi, je crois que la définition d'artiste, au-delà de vivre d'une passion, que ce soit de la chanson, de la photo, c'est s'autoriser à exprimer ce qu'on ressent à travers un art, que ce soit la photo. Même pour moi, le podcast, c'est de l'art dans le sens où tu exprimes quelque chose de façon audio. Tu vas me dire, j'ai envie de faire un peu de vidéo, un peu de collage. Enfin, c'est m'autoriser à exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer. Et à le partager, ou pas. Mais c'est de me dire que j'ai des choses à raconter. Et je pense qu'on est tous artistes. Qu'on a tous une poésie intérieure, qu'on a tous des choses à raconter. Et qu'après, on s'autorise ou on ne s'autorise pas à le faire. Ça a été quoi le moment le plus fort depuis que tu as pris cette décision de devenir photographe? Je crois que ça a été quand j'ai lancé mon livre, j'ai créé mon livre pendant le confinement. C'est parti d'un ennui et d'une envie de créer avec une amie avec qui on avait envie de créer ensemble. Elle écrivait des textes et elle me disait, il faut que j'écrive des textes sur tes photos de femmes. Je dis oui, mais il faut qu'on trouve un lien, on peut pas faire un projet comme ça sans sens, sans lien. Et pendant le confinement, elle m'a dit, j'ai à disposition un lieu désaffecté qui est en réhabilitation, parce que c'est une directrice d'agence immobilière. C'est une slasheuse, elle est auteure, collagiste. Et elle me dit, viens, on va aller faire des photos, on va s'amuser. Alors, moi, premier réflexe, c'était génial de pouvoir m'échapper de chez moi pendant le confinement parce que je voyais personne. Et on va faire des photos sans pression, sans but, Et là, on se dit, mais on tient un truc. En fait, le lieu est délabré, je la mets nue dans le décor délabré, et on se dit, si le monde s'effondre, pouvons-nous renaître avec lui? Et là, je ne sais pas comment t'expliquer, ça a été un déroulé avec une fusion, une synchronicité, où en fait tout se déroulait. Donc on s'est fait 5 shootings photos en 3 semaines, et en 3 mois, on avait sorti le livre de photo-poésie. Et c'est quelque chose qui m'a rendue tellement fière et qui m'a tellement débloquée. Tout ce que je fais aujourd'hui, le point de départ, c'est ce livre qui s'appelle Silence. Silence, ouais. Et c'est vraiment, c'est un acte fort pour moi et libérateur de me dire, je le fais pour moi. Enfin, on le fait ensemble avec Laure, on le fait pour nous sans rien attendre et parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, ouais, en période. Et en fait, là, du coup, j'ai créé sans contrainte, sans regard de l'autre, sans attendre une approbation. Et il y a beaucoup de choses très personnelles dans ce livre que j'ai fait ressortir, des choses inconscientes. Et quand je le vois, je me dis, c'est vraiment très, très fort. Je l'ai montré à ma psy, elle m'a dit que c'était intéressant. C'est très beau, en tout cas, ouais. C'est vraiment un moment... Enfin, ça a été vraiment un moment très fort parce que c'est ce qui m'a permis de dérouler toute la suite. Toute la suite, c'est-à-dire, t'en étais où à ce moment-là? Je faisais des portraits corpos. Ah ouais, je venais d'ouvrir mon studio 2 ans avant. Oui. Et c'est là que Et en fait, j'ai eu très très peur pendant le confinement parce que je venais d'ouvrir mon studio en 2018. Je l'avais pris avec une collègue et finalement, on n'avait pas les mêmes envies, donc on s'est séparés. Moi, j'ai gardé le studio. J'avais un loyer à l'époque qui était très très élevé, ce qui m'a permis de me motiver, de me dire qu'il faut vraiment que j'aille chercher des clients, que mon entreprise grossisse.
Et quand le confinement est arrivé, j'étais en pleine ascension. C'est-à-dire que j'étais en train de grossir, d'avoir beaucoup de clients. Et là, je me suis dit, tout s'arrête. Donc, j'avais de la trésorerie. J'étais pas inquiète sur la pérennité. La pérennité, mais déjà, on savait pas combien de temps ça allait durer. De toute façon, on n'a aucune visibilité. Et je me disais, bon, bah, si tout s'arrête, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai eu un vrai stop, Puis, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est le moment de réfléchir à ce que tu veux faire. Je dis, mais moi, je sais déjà. Enfin, moi, j'ai déjà fait le boulot. Et en fait, ce temps long a été un autre temps pour me dire, il y a rien à perdre. Faisons-nous plaisir, parce que de toute façon, le monde est arrêté, on sait pas. Oui. Donc, je ne sais plus pourquoi je te disais ça, mais parce que ça m'a autorisée à me dire... Oui, après, c'est là que tu es passée au portrait avec ta vraie patte, etc. Il y avait déjà cette transition, mais c'est surtout là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, oui, je peux être une artiste. Okay. Donc, il y a déjà un déclic, et ça m'a autorisée, je pense, à créer Miroir 1 an après ou 2 ans après. Enfin, ça a débloqué. En fait, aussi, surtout, ce que ça a débloqué, c'est que quand on a vendu notre livre en campagne crowdfunding... On a fait après une petite séance le soir, une petite soirée pour remercier tous les contributeurs. Et moi, j'étais quelqu'un qui était complexe de l'imposteur, syndrome de l'imposteur. Je ne pouvais pas parler en public. Je ne suis pas du tout timide, mais alors parler devant 10 personnes parce que j'ai rien d'intéressant à dire, parce que je ne suis pas intéressante. Enfin, toujours le même sujet. Et je dis à ma co-auteure, Laure, bon, bah, de toute façon, toi, tu es à l'aise, tu es commerciale, c'est toi qui vas parler. Et elle me dit, mais hors de question, on a fait le livre à 2, on parle toutes les 2. Donc je me suis dit, bon, bah, je dis une phrase et en fait, on a dû le faire à 2, 3, 4 reprises. Et en fait, silence m'a fait sortir du silence. C'est incroyable. M'a obligée et autorisée à me présenter au monde, à dire qui j'étais, à dire que j'étais l'auteur de ces photos. Et ça m'a débloqué pour plein d'autres choses. Après, j'ai fait l'émission Comment être belle toute nue. Enfin, ça m'a donné intérieurement une légitimité. Ça m'a autorisée à me dire, bah, je suis quelqu'un qui a des choses à raconter, en fait. Et donc, dans mes photos, je m'autorise à me dire j'ai le droit d'explorer, d'expérimenter des choses parce que j'ai des choses intéressantes peut-être à montrer, à partager. Et puis maintenant, tu parles en public en plus. Voilà, c'est ça. La dernière fois, j'ai fait une scène devant 400 personnes, devant 400 photographes. Incroyable. Donc, silence, ça a été... Et elle, ça l'a débloqué pour faire des collages. Et maintenant, elle vend ses collages. Donc, ça a été un acte très fort, en fait. Et je trouve qu'en plus, le nom... tu vois, c'est très psychanalytique. Bon, on arrive à la fin des questions. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui entend cette petite voix lui dire « Fais-moi une place, s'il te plaît », et qui n'ose pas ou qui ne la prend pas au sérieux Je lui dirais que si cette voix résonne et qu'il l'entend, c'est que de toute manière, il ne pourra pas la faire taire. Il pourra la faire taire pendant un moment, essayer de l'étouffer, mais elle va revenir en boomerang. Et elle va revenir de plus en plus fort jusqu'à un moment où des fois ça va être insupportable. Moi, quand on me dit mais quel courage t'as eu de te lancer, mais je crois qu'en fait j'avais pas le choix. Je pense que c'était ça où la dépression, sûrement. Enfin, tu vois, quand j'ai fait des FIV, j'ai commencé à avoir une psy pour évacuer tout ça parce que je me suis dit je peux pas porter ça toute seule. Et je pense que le chemin que j'ai fait avec elle m'a aussi libérée sur m'autoriser à être celle que j'avais vraiment envie d'être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, des fois, on est au pied du mur. Et quand le corps, il parle trop fort... Enfin, moi, j'ai pas fait de burn-out, tout ça, mais j'étais pas bien, tu vois, les FIV. Je pense qu'on peut arriver à des extrêmes qui sont pas bons. Donc, plus vous allez l'étouffer, plus elle va ressortir fort et plus ça va être violent. Et que surtout, c'est normal d'avoir peur. Et que la peur, on n'empêche pas le danger, mais il y a aussi les peurs des autres. Et en fait, les peurs des autres, c'est pas vos peurs. Donc, c'est facile à dire, mais essayez de rationaliser parce que vous avez vos peurs, mais n'essayez pas de vous laisser embrouiller par les peurs des autres parce que de toute manière, les gens, ils ont peur parce que comme mes parents, ils sont fonctionnaires, ils peuvent pas éprouver ce chemin-là. Ils ont peur des fois parce qu'ils aimeraient bien être à votre place et qu'ils osent pas le faire. Et c'est ok parce que bon, c'est pas leur moment, mais en fait, leurs projections ne sont pas vos ressentis. Donc, moi, je vous dirais, allez-y. Super. C'est très intéressant sur les peurs, Parce qu'on les a vraiment intégrées à nous. C'est difficile de faire la différence, en fait. Entre puis tu as les injonctions de la société. C'est quoi, les peurs des autres. Les peurs de tes parents. Enfin, je te dis, moi, les miennes, elles étaient quand même bien... Et aujourd'hui, ils me disent, t'as bien fait. Faut savoir. Et j'espère que j'aurai pas ces peurs pour ma fille, tu vois, quel que soit le métier ou le chemin. Et puis surtout, ce qui est important aussi, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Oui.
Moi, j'ai pris différents chemins. J'ai fait des photos de famille, j'ai fait des EVJF, j'ai fait des mariages. Le mariage, je l'ai fait parce que tout le monde le faisait et tout le monde me disait ça va te faire gagner de l'argent. Et en fait, j'ai toujours détesté faire des mariages parce que c'est beaucoup de stress. Je suis très empathique, donc je ressens même les différents familiaux, les choses, enfin, tu vois, les non-dits, tout ça. Donc c'était très dur pour moi. Et quand j'ai arrêté le mariage, les gens m'ont dit mais c'est une folie, il faut pas. Et en fait, tu peux te tromper même d'études, tu peux te tromper de chemin, Et puis quand on se trompe en France, on dit que c'est nul, que t'es nul. Mais en fait, tu te trompes pas pour rien, t'apprends. Et essayez, trompez-vous, recommencez, relevez-vous. Enfin, c'est dur et en même temps, c'est le chemin de l'apprentissage vers soi. Enfin, moi, j'ai l'impression de me connaître beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans. Et je pense que le chemin n'est pas fini et que la vie, c'est apprendre à se connaître, en fait. Et qu'en étant aligné, c'est ça, pour moi, le sens de la vie, de trouver sa mission de vie, son pourquoi. Et que c'est là... Enfin, pour moi, le bonheur, il est là, en fait. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est là une belle phrase. Je te demande quand même, c'est quoi tes projets ? J'en ai plein, comme d'habitude. Le problème, c'est qu'il faut choisir. Est-ce qu'il y en a dont tu peux parler Toujours. Enfin, je pense que je vais aller de plus en plus vers toujours les portraits de femmes, bien sûr, qui me tiennent vraiment à cœur. Et de plus en plus mettre en avant l'inclusivité, la diversité. Tu vois, le projet I Don't Care, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on avait besoin. Alors, il y a plein de femmes qui le font déjà à différents niveaux, que ce soit dans le prêt-à-porter, dans les médias. Mais je pense que plus on sera nombreuses et nombreux, parce qu'il y a des hommes, heureusement, qui rejoignent ce mouvement, à faire porter la voix plus fort. En fait, il y a beaucoup de femmes qui participent sur les réseaux et beaucoup d'hommes. Et je trouve que plus on sera fort et plus ça résonnera fort, et plus on ira vers un monde meilleur, parce que moi, j'y crois beaucoup, en fait. Je crois qu'on peut aller chercher le beau chez les gens et le bon, et que je crois beaucoup, moi, en fait, que le monde puisse devenir meilleur. Alors, ça peut peut-être paraître utopique, mais plus on sera nombreux à y croire et plus ça sera possible. Merci Amélie. Merci à toi. Si vous voulez découvrir les portraits d'Amélie, vous pouvez la retrouver sur son site internet, sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vous mets les liens en description. Je vous encourage vraiment à écouter son podcast Miroir. Les épisodes sont annoncés sur le compte Instagram Miroir Podcast et c'est là que vous trouverez également les portraits I Don't Care. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous et venez me raconter sur Instagram ce que vous en avez pensé sur le compte Fais-moi une place podcast. À bientôt.